On va voir, est-ce qu'on est live? Je crois que oui. Tu crois que oui? On y va, on est live. On va attendre quelques instants. On va voir s'il y a au moins une, deux personnes qui se connectent. Si vous vous connectez pas, il n'y a pas de problème. On sait que c'est la semaine des fêtes. Beaucoup de gens sont en vacances. Peut-être qu'il y a des gens qui ont pris des petits breaks. Et pourquoi pas écouter un petit live sympathique pour planifier son année 2021 pendant qu'on est en vacances. Yes. Je trouve que les vacances, c'est vraiment idéal pour commencer à planifier ces années. Moi, souvent, les vacances, vu que je peux pas arrêter ma petite tête de tourner, donc je trouve que les vacances, c'est un bon moment pour penser à sa planification. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Tadam! Tadam! Bonjour. Alors voilà, les gens commencent à se connecter. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Catherine, le bras droit stratégique. Alors, bonjour Catherine. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment heureuse de te rencontrer. Alors, juste une petite mise en contexte. J'ai rencontré Catherine cet été pendant un réseautage. Cet été, je me rappelle, j'étais dans mon jardin et puis évidemment, avec le contexte, on ne sait pas trop comment connecter avec les gens. J'ai assisté à un réseautage. J'ai rencontré Catherine. Elle a été vraiment adorable et ça a été une des premières personnes à m'encourager à faire des lives et même à m'inviter sur son groupe pour faire un live. Alors, je suis vraiment, vraiment heureuse de te recevoir, Catherine. Donc, premièrement, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter dans ma page avec, comme on dit, ma communauté, puis nous dire qu'est-ce que tu fais. Oui, parfait. Ben, salut la communauté de Nassima. Donc, Catherine Robillard, le bras droit stratégique. En fait, je suis stratège et complice entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est que je travaille aux côtés des entrepreneurs, justement, pour planifier stratégiquement les étapes pour développer l'entreprise. Ouais. Je pourrais résumer ça comme ça rapidement. C'est ça, c'est parfait. J'aime bien ton nom, le bras droit stratégique. C'est-à-dire que je suis à côté de vous pour planifier vos activités. Donc, Catherine, je sais que on a le même alma mater. On a fait HEC Montréal toutes les deux. Alors, quel a été ton parcours à partir de là et comment tu es tombée dans l'entrepreneuriat toi-même? Ben, en fait, je pense que je suis comme Obélix. Non, mais dans le sens que j'ai pas des parents entrepreneurs. La seule chose, c'est qu'à un jeune âge, j'avais déjà cet esprit-là entrepreneurial. Donc, moi, je jouais pas à la cachette ou au ballon dans la rue. Quand j'étais jeune, je jouais à faire des commerces. Donc, j'inventais toutes sortes de commerces, puis je m'amusais avec ça. Fait que j'ai toujours su en quelque part que je voulais partir mon entreprise, mais je me suis toujours dit, ben ça me prend beaucoup d'expérience sur le marché du travail. Il faut que j'aille occuper des postes de gestion de haut niveau pendant longtemps pour savoir comment ça marche avant de me partir en affaires. Puis, ça fait que j'ai butiné dans plein de postes de gestion. J'ai étudié au HEC aussi en gestion d'entreprise et en administration, mais j'ai travaillé longtemps dans le corporatif pour, à un moment donné, juste ressentir l'appel. Donc, je te dirais que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat pour répondre à ta question sommairement avec un premier projet. Donc, le bras droit stratégique, c'est ma deuxième entreprise. Oui. J'ai eu un commerce de détail aussi, pignon sur rue, 9 employés. Donc, c'est un coup de cœur, un peu un appel que j'ai eu qui m'a fait comme, OK, là, ça suffit. J'ai un bagage, j'ai de l'expérience, j'ai des connaissances et j'ai surtout une passion et une expertise que je veux faire partager aux autres. Et donc, c'est ce qui a fait que je suis partie en entrepreneuriat. T'sais. Je pourrais te résumer ça, mais c'est tout le temps des sujets longs parce qu'on a tous des parcours intéressants. C'est rare que les gens vont dire, moi, je veux démarrer une entreprise, vont aller étudier là-dedans, vont le faire, point final. T'sais. On arrive souvent de domaines différents avec un parcours... il y en a qui disent disparates, mais moi, je trouve que c'est des parcours très enrichissants. Oui, absolument. Alors, pourquoi, Catherine, la planification stratégique? Pourquoi tu as décidé aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs dans leur planification stratégique? Ben, c'est lorsque j'étais en fait dans mon commerce à ma première entreprise, c'est que moi j'ai réalisé que mes collègues entrepreneurs n'avaient pas nécessairement de background, de bagage, de connaissances en gestion. Et ça a été une des grandes découvertes en entrepreneuriat parce que j'avais vraiment présumé que les gens qui partaient en affaires avaient
C'est ça. Certaines compétences de gestionnaire, mais non, parce que souvent, les entrepreneurs, on démarre avec une passion, une expertise, un rêve, on veut innover, on veut changer le monde, on veut impacter. Mais c'est pas nécessairement à la base des gens qui ont un background, comme je dis, de gestionnaire. Donc, c'est quand j'ai vu que, ben moi, j'étais dans mon élément avec ces sujets-là, puis que j'étais capable d'aider mes collègues entrepreneurs du moment, je me suis dit, mon Dieu, il y a vraiment un besoin de cet ordre-là. Donc, je te dirais qu'encore là, rapidement, là, c'est un peu comme ça que c'est venu sur la table. Donc, puis au début, ce que je disais, c'est que j'aidais les entrepreneurs donc à développer leurs compétences de gestionnaire, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était pas très attirant. Ouais. puis les entrepreneurs ne comprenaient pas exactement ce que je faisais. Mais en fait, c'est ça, quand on dit planifier stratégiquement la prochaine étape de l'entreprise, c'est oui de se faire un plan de match pour qu'est-ce qu'on va mettre en place dans l'entreprise, mais c'est aussi de regarder l'entrepreneur a besoin de développer quoi comme méthode de travail, comme justement une façon de gérer ses outils, une meilleure façon de gérer ses outils, avoir des méthodes de travail qui sont saines, parce que dans le fond, si l'entrepreneur n'est pas solide en arrière de l'entreprise, ça va être difficile de faire développer l'entreprise et de l'amener là où on veut l'amener. Ouais. Écoute, je te comprends parfaitement. On est dans des domaines différents, mais je trouve qu'on a eu quand même beaucoup de similitudes dans notre parcours, parce que moi aussi, après une longue période en corporative, j'ai moi aussi eu un commerce pignon sur rue avec des employés, puis j'ai travaillé dans le secteur du bien-être, comme tu le sais. Et puis, comme toi, tu as vu qu'il y avait pas beaucoup de connaissances en gestion, en planification. Moi, j'étais effarée en voyant que les gens voulaient pas du tout parler de finances. Et puis, c'est des entrepreneurs, comme tu dis, passionnés, qui veulent avoir un impact, etc., etc. Mais quand tu parles de finances, là, hop. Et puis, comme ils ont besoin d'outils de gestion, ils ont besoin d'être solides en arrière, ils ont aussi besoin de s'occuper de leurs finances. Donc, vraiment, je trouve que notre réflexion c'est très similaire dans des domaines différents. Donc, alors maintenant, oui, je peux comprendre effectivement les petits entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, je dirais, ou les solopreneurs qui viennent de se lancer. Mais cela dit, entre parenthèses, tous les entrepreneurs qui sont des gros entrepreneurs aujourd'hui ont commencé tout seuls et ont commencé petits. Donc, il n'y a pas de… en quoi la planification stratégique, parce que souvent, effectivement, quand on entend planification stratégique, on pense plus stratégie, c'est pour les gros. Alors, comment toi tu adaptes cette planification stratégique à la petite entreprise, et quelle est genre la différence peut-être entre planification stratégique dans une grosse entreprise et celle de la petite entreprise? Tu as beaucoup d'expérience, d'accompagnement là-dessus, donc voilà, j'aimerais avoir tes idées. Oui, ce que je dirais, c'est que souvent la planification stratégique dans une grande entreprise avec beaucoup d'employés dans le corporatif va se faire avec un consultant externe et l'équipe de direction. Et à ce moment-là, les grands axes de développement d'entreprise vont être déposés, il va y avoir des objectifs de déposer sur la table, et après ça, c'est remis entre les mains des gestionnaires qui, eux, après ça, vont prendre ce plan-là qui a déjà été élaboré par une équipe, ils vont se retourner vers leur employé et ils vont travailler à mettre ça en place. Okay? Fait que ça, c'est un peu la méthode standard qui arrive. En entrepreneuriat, où il y a une personne. Souvent, dans les très petites entreprises, il y a une personne, peut-être quelques sous-contractants, mais c'est tout. Puis, dans le fond, la planification stratégique pour entrepreneurs, la différence, c'est que c'est la même personne qui va réfléchir au plan stratégique et qui va la mettre en œuvre. Et c'est là où est-ce que le cœur de ce que moi j'adapte, c'est de dire, on planifie, donc on se met nos épaules de patron, on se met dans notre rôle de patron, on planifie stratégiquement qu'est-ce qui est bien pour l'entreprise, mais après ça, on se retourne vers le côté employé en nous, la personne qui exécute, puis on regarde ça, qu'est-ce qui est écologique dans notre écosystème, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en place, est-ce que ça fait du sens avec nos méthodes de travail, notre énergie, notre priorisation, notre focus, notre motivation, nos ambitions, etc. Donc, puis après ça, on se met le nez dans l'agenda. Donc, c'est là la grande différenciation, c'est que moi, je vais travailler jusque dans la gestion d'emploi du temps et des priorités pour m'assurer que ce plan-là ne reste pas un plan dans les nuages, mais reste vraiment se transforme en fait en actions concrètes dans l'agenda pour pouvoir vraiment avancer les étapes. C'est ça. Donc, attends, je vais juste voir. Bonsoir Safouane, Nadia, Nazim, Vincent, Sophie. Bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à poser des questions.
Donc oui, ok, je comprends Catherine, c'est ça. Donc justement, c'était relié à ma prochaine question, mon prochain questionnement à toi, par rapport à ton sujet, je veux dire, pas un questionnement à toi. Comment s'assurer que le plan ne reste pas juste dans un plan. Et je pense que tu as commencé à y répondre à cette question parce que je pense que c'est un gros défi parce que comme tu le dis, l'entrepreneur va porter plusieurs chapeaux. Le chapeau de l'entrepreneur qui a ses projets, ses objectifs. Le chapeau du patron qui doit prendre des décisions et qui doit vraiment parce que celui-là est différent aussi, l'entrepreneur rêveur qui a sa vision à long terme. Il faut garder ce côté-là de nourrir cette vision. Et t'as le patron qui va prendre des décisions et t'as l'exécutant qui va justement exécuter. Donc toi, tu accompagnes le patron à mettre en place ces objectifs-là et après, est-ce que, voilà, comment tu vas accompagner l'exécutant à garder le focus sur son plan? Je peux pas te répondre en une seule phrase. C'est trop, hein? C'est complexe. J'ai une formation de 3 heures là-dessus. Mais je vais te donner les grandes lignes. En fait, j'aime beaucoup diviser ça en 3 paliers de gestion. J'aime beaucoup laisser voir que l'entrepreneur, en fait, va avoir un palier de gestion stratégique. Donc, c'est là où est-ce qu'il prend les décisions. Comme on dit, il y a peut-être une étoffe de patron à ce niveau-là. Il y a un palier de gestion qui est intermédiaire, quelqu'un qui va superviser un petit peu qu'est-ce qui se passe, qui va prendre le pouls d'où on est rendu et qui va s'assurer que c'est en lien avec les décisions prises au palier stratégique. Et il y a le palier opérationnel qui, là, est vraiment dans l'exécutation. Oui, c'est ça. Dans l'exécution. Donc, c'est la personne, c'est l'entrepreneur qui prend son agenda, qui prend ses listes de tâches et qui exécute et qui fait les choses. Fait que comment est-ce qu'on s'assure d'exécuter le plan? C'est de s'assurer de la cohérence entre le palier de gestion stratégique, intermédiaire et opérationnel. Là, ça, c'est bien technique, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut gérer son temps et ses priorités. Je veux dire, en gros, bottom line, ça fait ça. Puis comment qu'on fait ça? Et c'est là que je drop la bombe. Là, je suis désolée, ça va friser les oreilles de certaines personnes, mais comment qu'on y arrive, Nassima? C'est en se faisant un horaire. Oui. Puis je sais, quand je dis ça, les gens décrochent. Les gens font non, pas un horaire. On est parti à notre compte parce qu'on voulait avoir le plein contrôle de notre gestion de temps. Mais justement, c'est pas pour rien quand on travaille dans le monde coopératif qu'il y a un manuel des employés, puis qu'il y a un horaire à respecter, puis qu'il y a des temps de pause, etc. Il y a une structure en place, c'est pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est ce que je peux laisser peut-être comme guide de réflexion aux gens qui écoutent. Quand vous êtes entrepreneur et que vous devez vous occuper de tous les paliers de gestion, ça vous prend un horaire dans lequel vous allez mettre justement du temps pour vos clients, du temps pour vos tâches administratives, du temps pour vos décisions de développement d'entreprise, donc du temps stratégique, puis du temps opérationnel. C'est important d'aller séparer son temps puis de fonctionner comme ça. Ouais. Et moi, je remarque que tant qu'on met pas ce temps-là à l'agenda, vraiment physiquement, on est perdu. Moi, j'ai des semaines qui sont très bien organisées. Je sais ce que je dois faire du début de la journée jusqu'à la fin. Et là, je trouve que je suis très productive. Et des journées, des semaines où je ne mets pas toutes mes tâches à l'agenda, ben, j'accomplis beaucoup moins. J'accomplis juste ce qui est nécessaire, ce que je dois faire. Et puis, des choses que j'avais planifiées qui pourraient me servir à plus long terme, ben, effectivement, elles se réalisent pas parce que j'ai pas mis le premier pas de les mettre à mon agenda. Oui, puis une chose aussi qui arrive souvent, c'est qu'on va être occupé un petit peu, on va répondre à la demande, aux urgences, on va être on va prioriser nos clients, on va prioriser la rentrée d'argent, on pense que c'est la meilleure façon de faire. La seule chose, c'est qu'après ça, s'il nous reste du temps et quand il nous reste du temps, là, on se dit, bon, OK, là, je suis rendu où? Quel est le prochain projet? Comment je développe telle chose? C'est comme si on attend d'avoir du temps de lousse pour avoir notre pensée stratégique et notre vision globale, alors que ça devrait être intégré à chaque semaine. Fait que c'est le truc numéro 1 que je dis aux gens après l'idée de se faire un horaire, c'est de tout de suite implémenter au moins un minimum 90 minutes, 2 heures par semaine minimum pour être que en mode stratégique, pour aller voir, OK, on est rendu où? C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que je suis toujours en ligne dans mon entreprise? Est-ce que j'ai nommé mes objectifs de ce qui s'en vient dans l'année? Où est-ce qu'on est rendu dans nos objectifs? Et donc, voilà, fait que d'implémenter du temps stratégique et du temps de développement d'entreprise à chaque semaine, c'est vraiment la meilleure façon de faire pour vous assurer d'avoir une croissance, en fait. Ouais, j'adore. Et puis, je vois encore une fois beaucoup de similitudes avec mon domaine parce que
souvent, on prend pas le temps de planifier ses objectifs financiers, de se donner une direction, où est-ce qu'on s'en va. Et donc, effectivement, bah, écoute, ça donne effectivement les mêmes résultats. Je suis juste en train de regarder, excuse-moi, les questions. Donc, j'imagine que votre approche est adaptative selon les résultats de l'entreprise. Oui, c'est-à-dire que j'imagine, est-ce que ça veut dire que tu dois laisser quand même un peu de flexibilité? Moi, j'ai rien de fixe. Je travaille, en fait, qu'est-ce qui va rester fixe? C'est une fois qu'on a fait les fondements de l'entreprise, mission, vision, valeur, une fois qu'on a nommé ce que j'appelle moi les milestones, c'est-à-dire les axes de développement. Donc, qu'est-ce qu'on veut atteindre dans l'entreprise? Une fois qu'on a fait tout le travail de fond, d'aller déterminer qu'est-ce qui est important au niveau de l'alignement de l'entrepreneur et de l'entreprise, ça, après ça bouge plus. Ça s'appelle pas, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les fondements de l'entreprise. Une fois que ça c'est solidifié, on n'y touche plus. Oui. Après ça, on est full mode adaptation, c'est-à-dire on va aller nommer nos objectifs, mais c'est pas on a nommé cet objectif-là et donc on ne s'en va que dans cette direction-là. Pas du tout. C'est ça l'idée d'implémenter du temps stratégique à chaque semaine, c'est d'aller revalider. Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que le contexte dans lequel on vit, exemple, pandémie mondiale. Ouais. Est-ce que le contexte est toujours approprié dans ce que je veux faire? Est-ce que je peux adapter peut-être mon échéancier? Est-ce que moi, personnellement, je me retrouve avec un enfant en confinement à la maison pendant 14 jours? C'est peut-être pas réaliste à ce moment-là, ce que je me suis mis dans mon horaire. Tu sais, fait que oui, il y a le côté flexibilité et adaptation qui est ultra important. De se faire un horaire fixe, c'est se tirer dans le pied. Fait que quand je dis, moi, se bâtir un horaire, c'est d'avoir une structure guide pour se permettre de voir clair dans ce qu'on a à faire, de ne pas en échapper, mais en même temps, c'est de se permettre la latitude d'aller bouger nos blocs de temps constamment. Parce que oui, les événements extérieurs, il y en a tout le temps. Oui, et puis événements extérieurs ou pas, les résultats ne sont pas toujours les résultats escomptés au départ. On n'a pas toujours les résultats, donc on adapte aussi en fonction des résultats parce que parfois et souvent, même au début de l'entreprise ou à n'importe quel moment, même on est en mode test et on ne le sait pas à l'avance. On essaie de planifier du mieux qu'on peut. Mais on est aussi en train de tester, puis il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Et c'est là, effectivement, il faut garder l'esprit ouvert et il faut garder cette flexibilité pour s'adapter. Donc, deuxième question, j'ai l'impression que le bras droit stratégique se rapproche de la gestion de projet. Est-ce que je me trompe? Ben, si on voit l'entreprise comme un projet, oui. Oui. Parce qu'en fait, c'est le projet du développement de l'entreprise. Donc, l'entreprise dans sa globalité devient le projet. Sauf que l'entreprise, elle a besoin d'une planification au niveau de ses opérations, de ses employés. Elle a besoin d'une planification au niveau de ses finances, au niveau de sa comptabilité, de son marketing, de sa communication, etc., etc. Donc, c'est d'aller gérer l'entreprise comme un projet avec ses sous-projets qui sont, dans le fond, les différents axes de développement. Ouais, si ça répond à la question. Ouais, je pense que tu nous diras, Safouane, si ça répond à ta question ou pas. Donc, bon, ben là, Catherine, effectivement, on est en fin d'année. Oui. Alors, est-ce que tu as fait beaucoup de planification avec tes clients ou est-ce que tu laisses ça au début de l'année? Ben, en fait, ça a commencé en novembre. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment, dès le mois de novembre, en mode, OK, je dois savoir. Tu sais, ceux qui travaillent vraiment en proactivité de 2 à 3 mois d'avance, ben, nous, on a commencé en novembre. J'avais une cohorte, dans le fond, avec laquelle on a travaillé pour faire la planification stratégique. J'en ai évidemment beaucoup eu en décembre aussi. Mais la grande période, c'est vraiment janvier. On dirait que les gens veulent finir l'année pour, après ça, entamer en janvier. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de temps de l'année pour le faire. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui font leur planification stratégique en période estivale. Parce que c'est une période où les opérations sont moins effervescentes pour certains, dépendant du domaine. Là. Et à ce moment-là, les gens prennent le temps pendant la période estivale pour planifier l'année à venir. Donc, on peut dire le prétexte de la passation d'une année à l'autre, souvent, se prête bien à planifier, mais ça peut se faire n'importe quand dans l'année. Et évidemment, on ne le planifie pas qu'une seule fois. On fait une planification stratégique pour le développement de l'entreprise, on peut faire une planification stratégique pour l'année, mais c'est à revoir constamment pour s'assurer qu'on est dans la bonne axe. Ouais, absolument. Personnellement, moi, j'aime bien le faire au mois de janvier.
Avec certains clients, dépendamment des besoins de clients, effectivement, on peut commencer en novembre, décembre avec certains qui ont des besoins plus importants. Mais quand c'est des clients où les choses roulent, je te parle dans mon domaine, on fait plutôt ça début janvier parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à planifier début janvier, beaucoup de décisions à prendre. Donc, et puis moi personnellement, j'aime bien la planification pendant les vacances. Donc, le passage de décembre à janvier. Là, j'ai une question de Hugo. Alors, bonjour Hugo. Stratégiquement, les événements de 2020 ne risquent-ils pas d'ébranler les fondements que nous avons établis? Si oui, mes fondements n'étaient pas assez. Est-ce que mes fondements n'étaient pas assez solides? Non, je pense que quand on travaille les fondements d'entreprise, c'est vraiment d'aller clarifier la relation entre la personne en arrière de l'entrepreneur et l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que l'entrepreneur décide de solidifier auprès de son entreprise, mais quelle est la perception et l'enlignement de la personne en arrière de l'entrepreneur. Là, je ne veux pas mêler personne, là, mais en fait, je pense que ça a été une belle occasion 2020 d'aller resolidifier nos fondements, justement. OK, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'entreprise? Qu'est-ce qui est important pour soi? Donc, moi, je peux prendre des décisions pour le bras droit stratégique et développer, mais est-ce que moi, comme Catherine, je suis toujours aussi satisfaite de ce que j'ai nommé pour mon entreprise? Donc, je pense que c'est ça que 2020 nous a apporté. Donc, oui, le contexte extérieur a été comme chamboulé pour plusieurs, mais je pense que ça nous a donné l'opportunité d'aller revoir nos fondements. Ça ne veut pas dire que si vous avez changé des éléments dans votre mission, vision, valeur, ça ne veut pas dire que ce que vous aviez fait avant n'était pas bon. Je pense qu'il faut constamment se remettre en question en entrepreneuriat. Quand je disais tantôt que ce qui reste fixe dans la planification, c'est les fondements, on s'entend, je ne veux pas mêler personne, mais dans la gestion globale de son entreprise, c'est important d'aller revoir votre pourquoi vous êtes parti en affaires, pourquoi vous donnez cette valeur-là à vos clients. Est-ce que c'est encore ça que vous voulez transmettre comme valeur, comme transformation auprès de vos clients? Donc, oui, c'est appelé à être modifié. Par contre, on s'entend, normalement, les fondements d'entreprise peuvent être ajustés, mais c'est très rare qu'on va complètement changer de tal. À ce moment-là, souvent, on va recommander de carrément changer le nom de l'entreprise. Quand vous changez vraiment beaucoup dans vos fondements, on va recommander de changer le nom de l'entreprise, mais là, c'est parce que là, il y a plein de contextes différents qui peuvent s'apprêter ici, là. Ouais. Alors moi quand je vois par rapport à moi et comment 2020 s'est appliqué, ben là je parle de moi parce qu'évidemment 2020 moi pour moi ça a été une année ouais effectivement comme pour beaucoup de monde une année de chamboulement. Et puis, ce que j'ai remarqué, je t'entends parler, et ce que je me dis, c'est que c'est sûr que mes valeurs et mon pourquoi sont restés les mêmes, inchangés, identiques. Mais par contre, ma vision a changé pas mal au cours de cette année. Parce que si tu m'aurais posé la même question il y a exactement un an, où est-ce que tu veux être dans 5 ans, et tu me poses cette même question aujourd'hui, je pense que oui, plus ou moins, j'ai plus ou moins la même direction, mais pas tout à fait la même vision. Enfin, pas tout à fait. Ma vision a beaucoup changé. Oui. Donc, puis pour certaines personnes, même les valeurs ont pu être modifiées parce que, en fait, ce qu'on vit présentement, ça nous fait vraiment un peu. Ce que j'aime bien comme image, c'est les fameuses petites boules qu'on voit souvent dans le temps des fêtes. Là, quand on les brasse, il y a de la neige, puis après ça, la petite neige. ouais. 2020, ça l'a fait ça avec nos entreprises. Ça l'a comme un petit peu brassé un peu la boule de notre entreprise. Ouais. Et là, on regarde ce qui retombe, puis on a comme le choix de voir comment est-ce qu'on laisse retomber les choses. Puis oui, au niveau des valeurs, j'ai vu des entreprises aller modifier. C'est pas nécessairement de tout mettre à la poubelle et de recommencer, mais certains degrés, certains ordres de priorité des valeurs ont changé aussi parce que, justement, on comprend mieux, en fait, le besoin de nos clients a évolué. On comprend mieux comment est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins. Fait que c'est normal que des fois, même en tant que nous, comme personne, on a aussi du développement personnel qui nous amène ailleurs. Donc, ça fait évoluer qui on est comme personne. Donc, l'entrepreneur évolue et donc l'entreprise aussi peut avoir des changements suite à ça. Ouais. Alors, il y a une question ici pour toi, Catherine. Quelles sont les difficultés potentielles auxquelles vous êtes confrontée durant votre travail avec les entrepreneurs? Les difficultés que tu rencontres avec tes clients, finalement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense qu'ils ne se rendent pas compte
à quel point ils ont un potentiel inouï devant eux. Je pense que c'est, pour la majorité de mes clients, ils ressentent un gros poids sur les épaules. Ils voient pas clair. Ils sont vraiment dans le flou des urgences, des opérations, de faut que je développe, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Puis là, ils voient plus clair. Puis je pense que moi, j'arrive avec mon coup d'œil extérieur, je vois tout le plein potentiel, puis j'y crois, puis des fois, j'ai l'impression d'y croire plus qu'eux. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont pris dans, justement, qui sont pris dans ce flou-là. Donc, la difficulté première, c'est de faire voir aux gens que le travail de clarté fait son œuvre. Que quand on fait nos devoirs, c'est pas vrai que, comment je peux dire ça? Quelqu'un qui se sent déboussolé présentement, qui a un poids sur les épaules, puis que je lui dis, fais-toi un horaire, ça va tout régler. Ouais. C'est sûr qu'il me croira pas. C'est sûr qu'il ne paiera pas pour mes services. Ouais. Mais c'est ça, la difficulté, c'est de dire, quand on voit pas clair, ce travail-là d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur, que ce soit en finance ou dans d'autres domaines, d'aller chercher un expert dans son domaine pour aller se faire épauler, pour aller mettre de la clarté dans ce qu'on a besoin de clarifier. Ouais. C'est tellement magique et spectaculaire ce qu'on va retrouver de l'autre côté du brouillard, justement. Fait que ce travail-là, moi, j'ai résumé ça en disant avec la valeur de responsabilisation. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, on a l'impression que ça nous prend une solution rapide. Certains entrepreneurs vont peut-être tomber dans le panneau de certains programmes là, qui vendent un résultat rapide en claquant des doigts. Ouais. Ça prend du travail, mais tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver, puis pour ça, je recommande énormément aux gens d'aller s'épauler avec des gens qui peuvent justement leur donner une rétroaction de leur domaine, qui peuvent leur donner des trucs et des astuces, mais c'est jamais des quick fix. C'est jamais quelque chose en claquant des doigts qui va régler leurs problèmes, c'est de voir ça en quelque chose de long terme à travailler, mais qui donne tellement des bons résultats par la suite. Fait que mon enjeu, ça serait ça, c'est de faire transmettre l'espoir aux entrepreneurs qu'il y a moyen d'y arriver en faisant de nombreux efforts, en faisant ses devoirs, comme je dis souvent, mais les résultats sont vraiment là. T'sais. Ouais. Non, mais j'en suis persuadée parce que je pense qu'une des difficultés que vivent les entrepreneurs, c'est vraiment l'isolement. Et pouvoir avoir, comme tu dis, le regard extérieur, ça aide beaucoup. Parce que, tu sais, les entreprises, oui, tu commences un entrepreneur avec une vision, etc. Mais c'est aussi un travail d'équipe. C'est souvent plusieurs personnes qui participent, chacun qui met son grain de sel, chacun qui met… Et puis, c'est vraiment important de se faire épauler et de se faire conseiller par, comme tu dis, différents experts et selon le stade où on est dans l'entreprise, d'avoir les experts qui correspondent le mieux à notre niveau de développement et à nos besoins et surtout à nos lacunes parce qu'il y a personne qui sait tout de tout. On a tous besoin de quelqu'un dans un autre domaine qui n'est pas le nôtre. Donc, et j'ajouterais quelque chose de super important aussi, le fit au niveau de la personnalité. Oui. Parce que des fois, on se fait référer des gens, puis oui, c'est le meilleur dans son domaine, c'est le meilleur dans son domaine, puis tu fais comme, il faut que je travaille avec lui, il faut que je travaille avec lui, mais si vous ne le sentez pas, s'il n'y a pas une synergie, une complémentarité, une connivence, oubliez ça. Il faut vraiment, vraiment que vous portiez attention à est-ce que j'ai un fit au niveau de la personnalité. En tout cas, moi, je crois énormément au niveau de la complicité de travail. Puis je suis quelqu'un qui travaille en équipe, puis c'est sûr que moi, je crois beaucoup à ça, mais c'est un petit coup d'œil, un petit clin d'œil que je veux faire là-dessus parce que souvent, il y a des gens qui vont se faire référer à la tonne vers une personne et qui se sentent obligés d'aller vers cette personne-là. Attention, écoutez-vous aussi si vous sentez qu'il n'y a pas nécessairement de connivence. Peut-être que ce n'est pas la meilleure personne pour vous. C'est vrai. Moi, j'y crois aussi beaucoup. Il faut faire attention à ça, à la personnalité et aux valeurs de la personne. C'est très important de partager les valeurs de la personne avec laquelle on travaille. Donc, déjà, elle va nous comprendre. Et deuxièmement, on n'est pas déçu aussi par certains… je sais pas, comportements ou des valeurs qu'on ne partage pas à un moment donné. Donc, c'est vraiment important. Je pense que c'est pour ça que même dans les grandes entreprises, on parle beaucoup de valeurs, des valeurs qu'on veut partager à tous nos clients, à nos employés, à nos clients. Les valeurs sont vraiment importantes et sont vraiment au cœur du développement, du fonctionnement d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Donc, quand on est à l'intérieur d'une grande entreprise, c'est par rapport à nos employés, nos clients, etc., les valeurs qu'on veut transmettre. Bon, après, ça fonctionne ou pas dans les grandes entreprises, ça dépend comment elles sont cascadées.
J'ai vu des entreprises où ça fonctionnait, d'autres où non. Mais dans la petite entreprise, c'est encore plus important parce qu'on est vraiment très proche de la personne. En fait, les valeurs de l'entrepreneur sont vraiment très proches avec l'autre personne avec laquelle elle travaille. Donc, c'est encore plus important que dans la grande entreprise. Merci beaucoup pour ça, Catherine. Puis, si je peux me permettre, Nassima, pour ceux qui n'auraient jamais fait cet exercice-là, d'aller déterminer les valeurs de leur entreprise, si tu me permets, je pourrais peut-être le mettre en commentaire. J'ai un document là, qui dit en 5 étapes comment aller trouver les valeurs de l'entreprise. Ça peut peut-être être bénéfique là, pour certaines personnes. Oui, ça serait très bien. Moi, c'est ce type de réflexion que j'aime bien faire aussi dans la planification, je pense, en fin d'année et tout. Je suis plus dans la réflexion par rapport à mes fondements profond, plus que, et en début d'année, je fais la planification agenda, planification concrète, mais ce qui est intérieur, mes valeurs, ma réflexion interne, je trouve que ce moment-là est vraiment propice et effectivement, ça peut être un outil super intéressant. Alors, à ceux qui nous écoutez là, si vous pouvez faire cet exercice, si ça vous intéresse, effectivement, je pense que ça peut être un exercice très intéressant. Merci beaucoup, Catherine. Donc, je sais que tu n'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui, que tu avais des choses à ton agenda parce que tu es bientôt en vacances. Enfin, alors, rien que je tiens à souligner quelque chose. Catherine est quelqu'un de extrêmement généreux dans son groupe, les collègues entrepreneurs. Donc, elle donne vraiment beaucoup de contenu et imaginez, ça fait 1 an qu'elle fait quasiment des lives à chaque semaine, tous les lundis matins sur son groupe avec du contenu vraiment incroyable, du très bon contenu, Catherine. Je te félicite. Et donc, je pense que tes petites vacances qui s'en viennent sont méritées. Mais merci, mais tu sais, j'aime ça faire ça. C'est ma façon de connecter avec les entrepreneurs et de donner le plus de valeur que je peux parce que je veux sincèrement que les gens se rallient autour de l'entrepreneuriat et non pas travaillent en silo. Je veux détruire cette vision-là de l'entrepreneuriat en silo. Je pense qu'on a des 3, 4, 5 entrepreneurs qui travaillent dans le même domaine, qui se desservent les mêmes clients, ont énormément d'avantages à s'entraider. J'ai vraiment cette vision-là qu'on est tous des collègues, on travaille tous dans la même boîte de l'entrepreneuriat et on a tous besoin de se rassembler autour de la machine à café pour se jaser puis de se donner des outils pour mieux travailler. Donc, c'est un peu ça qu'on retrouve dans les collègues entrepreneurs. Merci d'en parler, Nassima, c'est gentil. Donc, voilà, merci à tous. Sophie, merci Nassima de m'accompagner de manière très concrète et humaine. Merci Sophie. Donc, merci à toi. Tu sais, quand on est accompagné, quand on est entrepreneur, c'est toujours dans les deux sens parce que tu donnes autant que tu reçois. Moi, je crois beaucoup à ça. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, Sophie, même tu dis merci de m'accompagner, mais merci à toi aussi de m'accompagner parce que c'est toujours une relation, tu sais, où... Et c'est ça les relations qui donnent des beaux résultats. C'est les relations où tu donnes et tu reçois. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans la vie. Moi, je crois beaucoup à what goes around comes around. Donc, oui, la déception d'une expérience d'être coûteuse, c'est dommageable au niveau financier, au niveau. Quels sont les trucs pour détecter et distinguer le vendeur de la personne qui croit vraiment en notre mission? Catherine, si tu veux répondre. Bien, je pense qu'il ne faut pas prendre des décisions trop rapidement. Je pense que c'est important de prendre le temps d'échanger avec ces personnes-là. Donc, c'est pas pour rien qu'on travaille beaucoup avec des appels découvertes, les appels exploratoires, appelez-les comme vous voulez, les premiers rendez-vous gratuits, etc. Prenez-les. Puis, sentez-vous pas obligé d'aller avec cette personne-là. Si vous avez passé 20, 30, 45 minutes à discuter gratuitement avec un professionnel et que vous sentez pas que c'est la meilleure personne pour vous aider, vous ne vous sentez pas obligé de continuer. C'est à ça que ça sert. Donc, moi aussi, j'appelle ça les appels découvertes de mon côté. C'est pas juste pour aller comprendre le besoin de la personne et c'est pas juste pour exposer c'est quoi mes services. C'est aussi pour aller voir est-ce qu'il y a connivence? Est-ce qu'il y a de la complicité possible? Est-ce que c'est vraiment un match parfait? Et il ne faut pas se gêner pour dire, ben écoute, je suis contente de t'avoir découvert, mais je pense que c'est pas exactement ça que j'ai besoin. Je garde ton nom en référence, par exemple. Donc, je pense que ce serait ça, distinguer le vendeur de la personne qui nous comprend bien. Est-ce que la personne vous pose suffisamment de questions? Est-ce qu'elle est intéressée par ce que vous êtes, par ce que vous faites, par qui vous êtes, par vos motivations à travailler? Est-ce qu'elle, vous sentez qu'elle est avec vous dans votre entreprise? Je pense que ça, c'est un grand signe.
Parce que souvent, une personne qui a plus un objectif de vente va aller utiliser des stratégies et des techniques de vente, ne va pas nécessairement prendre le temps de s'intéresser à toute votre globalité de vos motivations dans votre entreprise. Ouais. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, ça c'est mon côté concret qui veut rajouter un petit point. Je pense que c'est important aussi au départ de s'entendre sur les livrables, de s'entendre de c'est quoi le résultat qu'on veut obtenir par cette collaboration. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vendent toutes sortes de services ou et puis on ne sait pas exactement concrètement qu'est-ce que ces personnes vont offrir en retour. Donc, c'est important, avant de s'engager avec quelqu'un, je pense, de s'entendre sur qu'est-ce que je vais recevoir, avec quoi je vais sortir à travers mon accompagnement avec toi. Est-ce que je vais avoir, comme tu dis, je vais organiser mon agenda. Donc, quels outils tu vas me donner? Donc ça, je pense que c'est important de rajouter en plus, bien sûr, de ce qui est très important, les valeurs, etc., etc. Et la connivence au niveau de la personnalité. Donc voilà, Catherine, 1h05. Est-ce que j'ai l'honneur de faire ton dernier live cette année ou t'en as encore de prévu? Je vais t'avouer qu'il y a, je vais peut-être faire un petit coucou dans les collègues entrepreneurs avant. C'est ça, coucou de fin d'année. Ben écoute, je serai là pour t'écouter. Puis merci beaucoup pour ta générosité. Merci d'être venu sur mon groupe pour faire ce petit live. Et puis merci à tout le monde pour vos questions. Et à très bientôt, Catherine. Je te souhaite une belle fin d'année. Et voilà, tout le monde, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye.